Dear friends, in a very unprotocolary way and in a very short way, I would like to welcome you here in Forbach, in our beloved cross-border region with Germany, Luxembourg, and France for this event. And I want to introduce you the president of the Communauté d'agglomération de Forbach, Jean-Claude Hehn. Jean-Claude, the mic is yours. Merci Christophe. Mesdames et messieurs, vous me permettrez de vous saluer toutes et tous sans faire état de vos fonctions respectives, car je risquerais d'en omettre. Je ferai néanmoins une exception à cette règle en saluant tout particulièrement Christophe Arène, député de notre circonscription, qui a œuvré avec son équipe à l'organisation de ce symposium dans nos locaux à Forbach. Soyez toutes et tous les bienvenus. Soyez les bienvenus à Forbach et en Moselle-Est. Notre territoire, souvent méconnu, a pendant des décennies été marqué par une activité industrielle dominante, celle de l'exploitation charbonnière. Des dizaines de milliers d'hommes prenaient chaque jour les cages d'ascenseurs qui les menaient des centaines de mètres sous terre, parfois plus de 1000 mètres, où ils s'attaquaient aux veines de charbon. Évidemment, la mine de la fin du XXe siècle n'avait plus rien à voir avec celle décrite par Zola dans Germinal. Au contraire, l'exploitation charbonnière a donné lieu à des évolutions technologiques fantastiques avec des moyens conséquents consacrés à la recherche et à l'innovation. Et nos matériels miniers sont vendus à travers le monde entier, confirmant la capacité de nos ingénieurs et de nos entreprises d'être parmi les meilleurs du monde. À Forbach, l'activité minière a cessé en 1997. La dernière mine du bassin houiller lorrain a fermé ses portes en 2004 à Creutzwald. Depuis, notre territoire du bassin houiller est inscrit dans une longue démarche de diversification économique et sociale, car on ne sort pas indemne d'une telle aventure qui a profondément marqué non seulement le tissu économique, mais aussi la vie sociale, l'urbanisme ou encore l'environnement. Et aujourd'hui, notre territoire est toujours confronté à ce qu'on appelle l'après-mine. Évidemment, même s'il subsiste des friches de toute nature, notre territoire est résolument engagé dans la voie de la reconversion et son tissu économique s'est largement diversifié autour d'un grand nombre de PME et PMI. Mais notre quotidien, comme notre avenir, se joue très largement dans un cadre géographique élargi. Fini le temps du chacun pour soi. Forbach a résolument épousé tous les bassins environnants qui disposent de nombreux atouts en matière de développement économique. C'est pourquoi, grâce à de bons réseaux qui facilitent la mobilité, une partie non négligeable de nos actifs profite des opportunités voisines, y compris sarroises. Forbach a toujours joué la carte transfrontalière, convaincu que les frontières administratives et politiques ne devaient pas constituer un handicap. Au contraire, nous regardons notre proximité avec la Sarre et donc l'Allemagne comme un avantage et nous nous considérons comme un trait d'union entre nos deux pays. Un espace européen avec une agglomération transfrontalière en devenir. Aujourd'hui, ce symposium va traiter de l'intelligence artificielle au service du développement durable. Si la notion d'intelligence artificielle n'est pas tout à fait récente, elle connaît depuis quelques années un immense intérêt d'une totale transversalité, car elle s'applique à tous les domaines d'activité. Certains y voient la main du diable, d'autres une apothéose ultime. La vérité est sans doute entre les deux. Aujourd'hui, nombre d'entreprises et d'établissements de toute nature œuvrent déjà en ayant fortement recours à l'IA. Chaque jour, elles seront plus nombreuses et il faut poursuivre l'action de démystification qui tend encore parfois à opposer l'homme à l'intelligence artificielle. La Sarre est l'un des Länder allemands en pointe dans ce domaine et nous nous réjouissons de pouvoir non seulement accueillir, entre autres, aujourd'hui nos voisins sarrois,
mais aussi rappeler notre volonté de développer entre la Moselle et la Sarre une coopération active et fructueuse autour de l'intelligence artificielle. Notre territoire se confronte depuis quelque temps à ce sujet. C'est avec satisfaction que nous avons vu l'Éducation nationale retenir le lycée Condorcet comme vitrine de l'E-éducation. Dans quelques semaines, nous ouvrirons aux entreprises et aux étudiants les portes de notre pôle d'innovation afin d'offrir aux uns et aux autres un espace mutualisé, équipé d'outils modernes, en particulier de prototypage. Le symposium organisé par les conseillers de commerce extérieur de la France se veut une nouvelle pierre dans l'affirmation du renouveau de notre terre d'énergie, car des énergies, il en est de toutes sortes, et en premier lieu, celles qui reposent sur l'intelligence humaine et la capacité à toujours s'adapter et innover. Ich möchte hier nochmals betonen, wie sehr uns eine enge Zusammenarbeit mit deutschen und besonders saarländischen Partnern am Herzen liegt. Unser Grenzgebiet ist seit vielen Jahren geprägt durch viele grenzüberschreitende Initiativen. Wir wachsen immer mehr zusammen und wir müssen die Wege finden, auch auf Wirtschaftsebene neue Initiativen zu entwickeln, bei denen es auch um Forschung und Innovation geht und unter anderem um künstliche Intelligenz. Wenn wir wirklich eine grenzüberschreitende Agglomeration bilden wollen, müssen wir engere Netze aufbauen können. Das heutige Symposium soll dazu dienen. Je voudrais, au nom des organisateurs de ce symposium, remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont mobilisées pour qu'il puisse avoir lieu. Des remerciements aussi au réseau des conseillers du commerce extérieur de la France qui s'est fortement mobilisé pour cette journée. Et je salue tout particulièrement son président, M. Alain Berthejac, qui nous fera l'honneur de participer à la clôture de cette journée, ainsi que M. Gilbert Réveillon, président du groupe expertise technologie de l'information et de la communication et économie numérique, des conseillers du commerce extérieur et à travers lui, tous vos collègues du réseau. Remerciements aussi à M. Don Hupson, fondateur et directeur général du Government Business Executive Forum, qui nous fait l'honneur d'être présent à Forbach. En fin d'après-midi, nous aurons aussi le plaisir de bénéficier de la participation de M. Amar El-Khazar, commissaire de la Sarre à l'innovation et la stratégie, ainsi que de M. Cédric O, secrétaire d'État, chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Et puis les remerciements des organisateurs s'adressent également aux sponsors et partenaires de ce symposium, Tailios, l'une des pépites moselanes qui accompagne les entreprises dans l'optimisation des ressources humaines à partir d'objets connectés, présents aujourd'hui en la personne de son directeur général, M. Pierre Franck. L'association CDO, qui accompagne les acteurs économiques dans leur stratégie de digitalisation, et à nouveau Don Hupson, au titre de Consumer Electronic Show Government. Tout le monde connaît aujourd'hui ce salon de Las Vegas, qui est le plus important consacré à l'innovation technologique. Ich wünsche Ihnen ein gutes und fruchtbares Symposium et je vous souhaite un bon symposium. Merci à vous. Monsieur le Président, merci de votre intervention. Je me permets maintenant d'introduire la première table ronde avec notre conseiller du commerce extérieur, Bruno Roth, qui se trouve être le président du comité Lorraine en plus, et un ardent défendeur des nouvelles technologies. Et vous verrez, il déborde d'énergie avec la table ronde qui nous attend. À très vite. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je vais demander aux trois panélistes, là, puisque Pierre Franck est déjà présent. Donc si Christian Bastien pourrait nous rejoindre. Monsieur Frédéric Berner, s'il vous plaît. Stephen Jen aussi. Et puis nous avons en distanciel Madame Anne Vetter, depuis Strasbourg. Je vais laisser les panélistes s'installer. Voilà, je resalue tous et toutes. Merci, Président, aussi pour votre accueil dans votre belle maison. Voilà, et ça fait un grand plaisir de se retrouver aussi. Voilà, ça montre aussi un changement, une rupture, et peut-être
un avant-goût de la vie d'avant. Voilà, en tout cas, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on m'a demandé d'avoir le privilège de débuter cette première table ronde là, sur ce symposium. J'en suis ravi. Vous êtes là en présentiel, les gens sont en distanciel. L'ensemble du symposium est enregistré, ce qui permettra aussi pour un certain nombre de gens qui n'ont pas pu participer de pouvoir avoir l'historique et de pouvoir revoir le replay de ce symposium. Je suis aussi ravi d'être là pour un petit souvenir. Et là, vous m'avez rappelé, Président, un souvenir de ma jeunesse. Moi, je suis un homme du terroir, donc je défends ma région, Lorraine. Donc j'y suis né, j'ai fait mon université, j'ai fait mes premières armes professionnelles. Et entre autres, je connais bien les caveaux. Et je connais bien le fond de la mine, où j'ai travaillé comme ingénieur, jeune débutant, voilà, avec tout l'environnement des porions, avec tout l'environnement de la mine. Et ça a été vraiment une expérience humaine extraordinaire. Voilà, j'ai vécu 3 ans dans le cadre d'une étude, là, et ça a vraiment été pour moi une découverte là, de l'aspect collectif du travail et de cette communauté. Donc merci, et vous avez vraiment une belle région. Donc ravi d'être là, et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Je suis repassé devant les grands bureaux, les HBL, etc., un centre de caveaux. Et ça, c'est un petit clin d'œil. Voilà, ça fait 40 ans. Slide suivante. Donc, on a une régie. Hein, voilà, on va rôder aussi un petit peu les choses. Donc, régie, est-ce qu'on peut passer la slide? Donc, trois parties là, pour cette première table ronde. Donc, une partie où un certain nombre d'intervenants, à la fois on va partir de la recherche appliquée pour aller vers l'entreprise, en passant par une institution type chambre de commerce, qui a un rôle aussi entre nos deux pays. Notre région Grand Est est très liée avec l'aspect transfrontalier, et entre autres avec l'Allemagne. Il s'avère que ce couple franco-allemand a, à mon sens, une nécessité là, pour redynamiser cette Europe. Là, et je pense qu'aujourd'hui, à la fois dans les relations universitaires, des relations économiques, des relations d'entreprise, c'est un point important. Donc une première partie, ensuite une deuxième partie qui permettra, en fonction des interventions, d'avoir un échange déjà entre speakers, parce que je pense qu'on a aussi tous un intérêt de se connaître. On ne se connaît pas tous, malheureusement, et je crois que ça aussi, c'est une nécessité pour nous, là, lorsqu'on va parler peut-être international, lorsqu'on va parler un peu Europe, de mieux se connaître, là, pour pouvoir travailler ensemble, et je crois qu'il y aura un certain nombre de choses et de réactions ensemble. Puis ensuite, bien sûr, la salle à la fois en présentiel et en distanciel pourront poser un certain nombre de questions, et puis je ferai une petite synthèse en termes de clôture. Slide suivante. Voilà, rapidement, je profite de cette tribune là pour aussi me présenter, et surtout présenter le réseau des conseillers du commerce extérieur. Il s'avère qu'on a un outil fabuleux qui n'est pas toujours bien connu, et c'est l'occasion de cette tribune aussi de le présenter. Alors, je suis avant tout chef d'entreprise, hein, donc impliqué dans la relation nord-sud. J'accompagne les entreprises de notre région, mais voire françaises et voire européennes, sur le marché africain, depuis maintenant presque 20 ans. C'est une deuxième vie professionnelle. À 40 ans, j'ai fait le choix de sauter un peu et de créer ma propre entreprise. Et avant, j'étais chez Alcatel-Cegelec dans le cadre d'un grand groupe aussi, où j'ai eu une belle formation à l'international. Je suis président, comme l'a dit Gilbert, des conseillers du commerce extérieur. J'évoquerai aussi notre mission, dans le cadre d'une mission de service public. Et c'est une illustration, cette journée, là, de notre engagement pour pouvoir dynamiser l'économie française. Je suis vice-président du Club des exportateurs de France, donc toujours dans le cadre d'un réseau. Voilà, on me dit un peu... Je partage beaucoup. Voilà, moi, j'aime bien aussi. Je pense que j'interviens encore au niveau de l'université. Je crois qu'il est important aussi de nos expériences, de les faire partager. Et donc, au travers de tous ces réseaux, et vous le verrez pour tous les intervenants, chacun intervient dans des réseaux. Donc, j'essaie de donner envie aux entreprises d'aller vers l'international. Et puis, je suis consul honoraire de Côte d'Ivoire pour le Grand Est de la France. Donc, ça, c'est une mission qui m'a été donnée, puisque depuis 5 ans, je me polarise plus sur la Côte d'Ivoire, la sous-région. Et dans ce cadre-là, j'en parle un peu parce qu'il y a un aspect diplomatie économique. C'est important aussi, dans le cadre du commerce extérieur, de faire venir des Français, voire des Européens, venir s'implanter dans des pays à l'étranger. Et inversement, ces étrangers peuvent aussi venir s'implanter en France. Et on a un vrai rôle, nous tous, à jouer sur l'attractivité de notre région. Vous évoquez, Président, un certain nombre d'atouts de notre région. Je crois qu'il faut la défendre. On a une vieille histoire, mais qui est forte et qui nous a enracinés. Il faut la faire fructifier et en faire profiter. Et je pense qu'on a une vraie expertise, une vraie expérience qui est attendue à l'international. Maintenant, il faut savoir l'amener et aller au plus près du terrain. Je vous donne une petite anecdote. Moi, je suis reparti depuis le mois de janvier là, sur les chemins de l'international. J'ai vu en Côte d'Ivoire tous les pays du monde qui étaient présents. Les États-Unis,
les Israéliens sur l'aspect sécurité, les Turcs, les Espagnols, les Italiens, peu de Français encore. Donc mobilisons-nous, il faut aller sur le terrain, il faut être vraiment près du terrain. Slide suivante. Voilà, le réseau des conseillers du commerce extérieur. Slide, Jérémy? Alors, 3 slides rapidement pour vous présenter un peu notre association. Donc, c'est une association qui a une vieille dame, plus de 120 ans. On est nommé sur décret du Premier ministre, donc c'est un engagement de la personne là, par rapport à son expérience, son expertise, sur un mandat bénévole de 3 ans. On est aujourd'hui plus de 4300 chefs d'entreprise dans le monde entier. On est reconnu par notre compétence à l'international et surtout par l'envie de pouvoir partager, d'avoir envie de partager cette expérience, à la fois pour les jeunes mais aussi pour les entreprises. On est présent bien sûr en France, mais aussi dans 150 pays. On est envié ce réseau-là, c'est une vraie force sur le terrain. C'est aussi pour l'État une remontée d'informations importante. On a bien sûr notre association indépendance complète financière et avec bien entendu une obligation de réserve et d'éthique. Slide suivante. Ce réseau, sa vocation par rapport aux missions, c'est vraiment de donner envie à nos entreprises françaises d'aller à l'étranger, donc de les accompagner, de leur ouvrir les portes d'un certain nombre de pays sur lesquels on a un certain nombre de facilités. On est organisé en zones géographiques par rapport à des missions et par rapport à des actions, et donc un tiers du réseau est en France, les 2 tiers sont à l'étranger. J'insiste sur l'aspect bénévole, c'est ça aussi notre force quelque part. Le fait de donner notre temps, c'est un vrai engagement. On a une structure nationale pour laquelle le président a évoqué M. Alain Benteja qui sera en clôture de notre symposium, une organisation avec un conseil d'administration, un certain nombre de commissions nationales géographiques, dont Gilbert pilote la commission dite du numérique et de l'économie numérique, et puis un certain nombre de collaborateurs pour faire fonctionner cette association. Slide suivante. Voilà, nos missions, parce que là c'est un engagement, c'est une signature de chaque CCE. Donc première mission, on est l'interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs publics, à la fois en région, en France, mais aussi dans les pays au travers de l'ambassadeur, et en région au travers du préfet. L'idée c'est vraiment de remonter des difficultés que des entreprises peuvent rencontrer. Une barrière à l'entrée dans un pays, un problème douanier, un problème de transport, un problème financier, un problème déontologique par rapport à éventuellement des malfaçons, des difficultés, etc. Donc là, on a un devoir, et c'est notre rôle de remonter cette information pour éventuellement donner de l'efficacité. Ensuite, on intervient en appui auprès des entreprises pour donner à la fois de la visibilité pays, de l'intérêt sur telle ou telle zone, de pouvoir les accompagner aussi, puisqu'on organise des missions. Et surtout, l'intérêt, c'est que, comme tous les CCE sont répartis dans les différents pays, pour lesquels, eux, sont impliqués dans l'économie du pays. Je prends l'exemple de gens au Sénégal, au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Turquie, aux États-Unis, etc. Donc là, on accède à tout ce réseau pour pouvoir faire bénéficier des entreprises sur notre compagnie. Ensuite, on a un axe, 3e mission, de former les jeunes à l'international. Il faut voir que c'est nos prochains ambassadeurs, c'est nos prochains chefs d'entreprise qui vont aller vers l'international et qui vont tirer l'offre française. Et on a le devoir d'aller dans les écoles, à la fois au niveau des BTS, au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau des écoles de commerce, pour pouvoir informer, former. Donc c'est généralement du transfert d'expérience, relater le métier du chef d'entreprise international. Et puis, une des dernières missions qui nous a été donnée par les pouvoirs publics en France, c'est en tant que chef d'entreprise, dès l'instant où on est à l'étranger, on doit faire la promotion de l'attractivité de la France et de notre territoire. Et ça, c'est donc une mission importante aussi, puisque quelque part, on a vu, et on le voit dans les chiffres, la France a eu la chance, là, même dans les moments difficiles, et on l'a vu l'année dernière, les chiffres sont très bons sur les investissements étrangers en France, et il faut vraiment garder cet aspect attractivité. Slide suivante. Alors, l'illustration de notre mission, elle est aujourd'hui, c'est une réalité, et là je remercie Gilbert, Monsieur Réveillon, d'avoir mobilisé le réseau des CCE avec un centre de collaborateurs. Je remercie le comité national aussi d'avoir donné les forces, là, et entre autres Manon, qui nous a accompagnés dans cette organisation. Donc là, on a mis l'effort collectif là, pour pouvoir organiser cette journée, à la fois en France et en Allemagne. C'est l'intérêt aussi d'être sur 2 pays. Et on rentre vraiment dans notre
notre vocation, c'est de mobiliser les entreprises. On essaye, au travers des thématiques abordées, entre autres aujourd'hui, de faire de l'information, de la sensibilisation. On aura aussi quelques alertes là, qui seront un peu des signaux donnés au pouvoir public, là, parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être par rapport à l'intelligence artificielle un certain nombre de choses à mettre en place, et là c'est du devoir régalien. Et on souhaite aussi se projeter, parce que je pense quelque part on fait un point de l'état de l'art, mais il est important aussi, et là les entreprises pourront en parler, de voir comment ils projettent l'IA dans l'avenir. Et puis quelque part, et ça c'est dans le cadre de nos missions, on va essayer de collecter un certain nombre de préconisations pour pouvoir ensuite remonter ces informations auprès des pouvoirs publics. Suivant. Voilà, avant de laisser les vrais spécialistes, parce que moi je fais plus de la vulgarisation là, et je suis intéressé par mon métier aussi, même si je suis plus près de la retraite que par rapport à un début de carrière, mais je suis un curieux, un éternel curieux. Et donc là, voilà, quelques mots sur, avant de rentrer dans le détail, c'est la première table ronde sur laquelle on parle de l'IA comme étant innové par l'intelligence artificielle et les clés de succès pour les TPE, PME. 3 slides, là, rapidement, pour lancer le débat. Slide suivante. Alors l'IA, on en entend tous parler, il y a même une espèce de déformation de ce mot, là, au jour d'aujourd'hui. Bon, par contre, l'histoire, elle est ancienne de l'IA. Alors il s'avère qu'au fur et à mesure de l'histoire, la terminologie, les choses ont évolué. Par contre, on peut voir que quel que soit le process, dès l'instant où il y a un traitement de l'information et pour lequel cette information donne de la facilité à l'humain, ça devient de l'intelligence artificielle. Alors quelque part, on va avoir des choses qui aujourd'hui sont plus abouties, encore plus d'intelligence, de la consolidation de données, etc. Mais quelles que soient les étapes, c'était toujours de la donnée pour laquelle on traitait et pour laquelle on donnait de l'intelligence. Alors on le voit aujourd'hui, l'IA, il y a des grands mouvements, et ça touche même la société au titre personnel. Je vois que l'IA avec la médecine, moi je m'intéresse par rapport à l'Afrique là, sur l'aspect santé, parce que c'est primordial aussi. Si on veut mettre de l'industrie, il faut aussi que les gens soient en bonne santé et soient formés. Donc je pense que l'accès formation et santé est primordial dans des pays en voie de développement. Je donne l'exemple de l'IRCAD, un institut de cancérologie qui est à Strasbourg. Il s'avère qu'ils arrivent à consolider sur des maladies sur lesquelles c'est des niches, en termes de maladies, avec peu d'individus, des données extraordinaires. Et plutôt quand vous allez faire un diagnostic, d'avoir en face de vous un médecin qui malheureusement n'a vu que sa capacité par rapport à son expérience, l'IRCAD consolide 2000, 3000, 4000, 5000 cas. Et avec cette intelligence donnée à de l'information, ça vous permet d'avoir une aide au diagnostic. Et je dis bien une aide au diagnostic, parce qu'on le verra au travers des interventions, l'humain reste essentiel dans le process de l'intelligence artificielle. L'IA et l'information. On a vu que demain, on pourra avoir de la rédaction d'articles automatiques. Ça existe déjà, ça doit être contrôlé. Donc on voit bien que voilà, l'apport de l'IA aide l'humain dans son process. On a vu l'IA et, alors petite anecdote sur l'aspect politique, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient travaillé dans des laboratoires pour préparer des discours pour les hommes politiques. Et là, aujourd'hui, tous les hommes politiques recherchent parce que ça permet de préparer éventuellement. Le gros intérêt du traitement, c'est qu'on voit tout l'historique des discours, on regarde les mots-clés, etc. et on peut préparer un discours type. Il y a un grand cas aussi de l'IA qu'on utilise tous les jours dans notre téléphone. Google, là, alors on verra l'aspect un peu dans ce défi du XXIe siècle, éventuellement les contraintes, les freins, l'éthique aussi à mettre en place par rapport à cette vision des choses et cette permanence surveillance. Mais Google, sur le traitement d'images, vous prenez une image, il vous donne le nom de la plante, vous prenez une image d'un vêtement, il vous propose d'aller l'acheter dans telle ou telle boutique. Donc là, on a aujourd'hui l'accès à l'intelligence. Dès l'instant où on peut voir l'IA comme une aide pour l'humain, c'est essentiel. Par contre, attention, alerte, et là on en parlera au travers des différents débats, sur le respect de la liberté, sur l'aspect éthique, et je pense que quelque part on a une notion de régulation à prévoir. Slide suivante. Voilà, un petit résumé sur l'IA. Je pense que vous êtes tous des professionnels, mais je pense qu'il est bon de rappeler un peu. Quelque part, l'IA, c'est vraiment une science qui, au travers de ce qu'elle peut proposer, au travers de sa machine, de son action sur la machine, met en place de l'intelligence qui pouvait être faite par l'homme. Donc là, c'est important, quelque part. Alors, on verra
dans les années à venir, il y aura certainement de l'intelligence artificielle avancée, certainement, mais aujourd'hui, on est encore dans du traitement de données, qui n'est qu'une réplique éventuellement, mais par contre, la machine, et là, les scientifiques pourront en parler, elle travaille sur des données énormes dans un temps très court. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir de la performance. Slide suivante. Alors, le concept d'IA, pour moi, je le vois comme une boîte voilà, qui intervient dans un certain nombre de domaines, qui permet à cette boîte d'avoir des pensées qui sont rationnelles, d'avoir des actions à proposer qui sont rationnelles, qui peut penser comme des humains, et puis qui pourra agir comme un humain. Donc là, on voit aussi la préparation de ce que pourra être l'IA de l'avenir. Voilà. J'en ai fini pour mon introduction. Merci de m'avoir écouté. Et je vais passer la parole aux différents intervenants qui vont enchaîner. Slide suivante. Voilà, 5 interventions, une intervention à distance. On va aller, au travers de Christian, partir de la recherche pour aller vers la recherche appliquée et aller jusqu'à l'entreprise. Ensuite, on aura Madame Anne Vetter en distanciel, qui est chef d'entreprise, qui fera état de l'IA dans le cadre de son entreprise. Elle est impliquée à la fois en France et en Allemagne, dans le cas aussi d'entreprises sur les 2 territoires. Ensuite, on aura un point vu de l'IA au travers d'une chambre consulaire, qui est à la fois en France, enfin, qui est en Allemagne, mais pour l'aspect français. Et on verra la relation entre les entreprises françaises sur le territoire allemand, ce que l'IA peut apporter sur l'aspect aussi attractivité, ce que les entreprises françaises vont chercher en Allemagne, puisqu'on pourra voir qu'il y a un peu de discordance et de différence là, entre la France et l'Allemagne par rapport à l'IA, en termes de formation surtout et de recherche. Ensuite, Pierre, au travers de son entreprise, là, évoquera aussi sur l'utilisation de l'IA dans les ressources humaines et l'optimisation des choses. Et puis Stephen nous fera une clôture sur l'aspect IA utilisé dans le domaine du monde médical. Voilà. Je vais laisser la parole au premier intervenant, Christian. Merci. Alors, Christian est professeur d'université à l'Université de Lorraine. Il est en charge du laboratoire d'ergonomie et interaction du comportement. Et il va nous faire une présentation un peu pour voir un peu quand on utilise ces technologies. Quand elles sont utilisées par les humains, bon, elles peuvent s'avérer comme peut-être des pires technologies, mais bon, quand on parle des technologies utilisables, je sais que vous travaillez sur l'aspect ergonomie, relation homme-machine, et comment l'IA peut améliorer, bien sûr, cette interface et optimiser aussi dans le cadre de la production et dans le cadre d'une entreprise le process. Voilà. Christian, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Alors tout d'abord, je remercie en fait Bruno Roth pour son invitation. Je pense que j'essaie de ne jamais rater une occasion de venir parler de ce que nous faisons à l'Université de Lorraine. Alors pour ceux qui se demanderaient éventuellement de quelle région en Lorraine est cet accent, je pense qu'il faudrait plutôt regarder du côté outre-Atlantique, même si je suis en France depuis une vingtaine d'années à peu près, un peu plus même. Il y a des petits restes en fait d'accent. Si je peux enlever mon masque, parfait. C'est pour l'accent, c'est ça? D'accord. Alors, merci. Oui, j'ai été directeur en fait du laboratoire Perseus pendant 8 ans. J'ai laissé en fait les élections au début d'année pour pouvoir me consacrer davantage à des projets de création d'entreprise et de développement d'entreprise. On entend souvent parler d'ergonomie et la plupart du temps, en fait, ça fait référence à l'ergonomie physique. Et je pense qu'il y a des intervenants aussi qui ont eu l'occasion de modifier ou d'intervenir sur le plan d'organisation des chaînes de montage ou d'assemblage, de façon à réduire en fait les risques pour la santé des opérateurs, mais aussi en fait pour augmenter les performances des processus. On parle d'ergonomie cognitive quand il s'agit en fait d'adapter les outils, les systèmes de travail, les environnements aux capacités humaines, mais pas seulement, c'est aussi pour les adapter en fait aux activités pour lesquelles les systèmes sont développés. Donc on parle maintenant aussi d'expérience utilisateur, qui est en fait une extension de l'ergonomie cognitive. En ergonomie, il y a l'ergonomie physique, l'ergonomie organisationnelle et l'ergonomie cognitive. Le laboratoire, en fait, est constitué d'à peu près 18 enseignants-chercheurs. Il y a des informaticiens, des psychologues sociaux. C'est important aussi en psychosocial. Je fais une petite parenthèse avec les jeux ou les systèmes, en fait, qui captent votre attention.
La psychologie sociale est spécialiste en fait des méthodes de persuasion et d'influence. Et donc, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'implémenter ces mécanismes de persuasion en fait dans les systèmes interactifs. On a des projets, par exemple, avec les collègues de l'Université de Grenoble, où on essaye en fait de développer des architectures de développement d'applications qui permettent d'implémenter des techniques de persuasion qu'on connaît très bien en fait en psychosocial. Donc, c'est l'interaction qu'il peut y avoir entre la psychologie sociale, la conception des systèmes interactifs et l'usage. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Alors, j'ai fait exprès, en fait, de vous mettre un petit processus, une norme ISO. Alors, la plupart des entreprises connaissent les normes ISO, mais rarement les normes ISO 9241, qui concernent en fait l'interaction homme-machine, ou humain-machine, ou personne-système, si on veut. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce schéma, tout simplement pour dire qu'au laboratoire, en fait, on travaille sur les aspects méthodes pour la conception. Donc, comment est-ce qu'on met en place des méthodes pour innover, mais en intégrant, en fait, l'usager futur, ou potentiel, ou l'opérateur, et comment est-ce qu'on fait, en fait, pour évaluer les produits, en fait, qu'on a conçus. Alors, vous pouvez donner un cahier des charges à 3 sociétés de développement. Vous allez avoir 3 systèmes différents, qui tous, en fait, vont satisfaire les exigences. Mais ce qu'on ne sait pas vraiment très bien, c'est comment est-ce que l'opérateur ou l'utilisateur, lui, réagit ou utilise, en fait, ces outils. Donc, on développe des méthodes à la fois, comme je le disais, de conception et d'évaluation. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Alors, on a développé aussi pour faire tout ça, donc on a des plateformes. On a des plateformes. La première plateforme, en fait, c'est celle qui s'appelle Pergolab, qui est une plateforme, en fait, d'analyse des usages. Alors, cette plateforme permet, en fait, de réaliser des focus groups, des sessions d'idéation pour l'innovation, qui sert aussi de plateforme pour évaluer des solutions. Donc, on a au laboratoire aussi ce qu'on appelle une unité de prestation et de services. Donc, on a beaucoup de contrats avec les industriels. On a une autre plateforme qui s'appelle Hive 3D. En fait, c'est une plateforme immersive qu'on utilise à la fois en recherche et en formation, mais aussi de façon contractuelle avec les entreprises. Cette plateforme permet de faire de la conception, donc des schémas, donc lorsqu'on fait de l'idéation, de façon collaborative, synchrone et à distance. Je vous explique brièvement, c'est-à-dire que la plateforme que vous voyez, en fait, on est immergé dans un environnement, on n'a pas de casque, on ne porte pas de casque, ce n'est pas la réalité, c'est la réalité augmentée, virtuelle, mais immersive, sans casque. On travaille avec, en formation en tout cas, avec des collègues de l'Université de Montréal qui ont développé cette plateforme, où on fait travailler en fait des étudiants en ergonomie et des étudiants en design industriel. Donc les projets pédagogiques qu'on a, par exemple, ça a été fait avec Chrysler, avec Thales pour des cartes en fait innovantes. Chrysler, c'était en fait pour l'intégration en fait de systèmes mobiles dans les véhicules. Donc on se sert en fait des projets pédagogiques, notamment pour former à la fois les designers industriels aux approches ergonomiques et inversement. On a par ailleurs développé aussi une autre plateforme qui s'appelle Everyzer, et c'est cette plateforme en fait qui est commercialisée par une spin-off de l'Université de Lorraine, qui consiste à pouvoir réaliser en fait ou faire de l'évaluation de systèmes d'information, systèmes web à distance, et qui automatise finalement les protocoles de test et l'analyse des données. Donc c'est une plateforme en fait qui est commercialisée actuellement. Et on a une autre plateforme qui s'appelle Managemetry aussi, qui permet d'évaluer j'aurais envie de dire en fait la qualité de vie au travail et le climat social en entreprise. Donc là aussi, c'est des prestations qui passent par l'unité de prestation et de services du laboratoire. Alors la diapositive suivante. Alors, encore une fois, je pense qu'il y aurait tellement à dire à ce propos, mais j'ai mis en fait quelques concepts en colonne sur la gauche et quelques exemples en fait de situations où les systèmes intelligents, l'IA, sont impliqués. Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'on a parlé tout à l'heure en fait de l'histoire de l'IA et quand on parlait de Minsky, ça nous fait penser en fait au premier système expert ou de l'échec des premiers systèmes experts, ou du fait que les raisonnements étaient opaques et non compris par les utilisateurs, en fait, il y a eu un rejet assez important en fait, de ces systèmes. On pense aussi, je pense, parce qu'on a travaillé avec Somfy aussi, sur les maisons intelligentes, les premières maisons intelligentes qui ont été quand même rejetées parce que finalement, on ne prenait pas en compte les habitudes et les usages, donc en fait, les comportements des habitants. D'accord ? Tout se passait en dépit de ce que pouvaient souhaiter en fait les habitants et ce qui a causé quand même
des rejets en fait assez importants. Donc, des systèmes qu'on voit actuellement, un système de recommandation quand vous allez sur Internet, évidemment, ce n'est pas inintéressant, dans la mesure où finalement, ce qu'on présente comme produit à l'utilisateur, en fait, ce ne sont pas toujours les mêmes. Ce n'est pas parce que vous achetez un dictionnaire un jour que vous êtes intéressé par tous les dictionnaires du monde, quoi. Les jeux, alors les jeux aussi, là, il y a les deux aspects dans les jeux, hein, c'est-à-dire que les systèmes qui vont permettre d'adapter le niveau de difficulté des jeux pour maintenir l'intérêt ou la motivation des joueurs, pour les maintenir en situation de jeu, avec parfois des effets un peu négatifs en fonction des sensibilités des utilisateurs, c'est-à-dire, comme on le voit apparaître, hein, des addictions en fait au jeu. Bon, c'est des domaines en fait qui sont finalement pas tellement risqués, hein. Mais quand on pense aux voitures, là, comment est-ce qu'on fait? Et comme les voitures, mais c'est aussi en fait pour les pilotes d'avion, hein, quelles sont les situations, comment fait-on en conception pour gérer en fait les situations où les utilisateurs, hein, les pilotes, les conducteurs, doivent reprendre en main un système, hein, qu'ils avaient plus ou moins abandonné, même cognitivement, hein. On a par exemple dans le cadre du pilotage d'avion, en fait, ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Donc, quand on a des situations d'urgence où le pilote doit reprendre les choses en main, combien de temps il faut, quelles sont les contre-mesures, par exemple, pour que les pilotes ou le conducteur reprennent en main complètement et qu'il y ait une bonne conscience de la situation. Donc, en fait, ces aspects-là sont traités, en fait, par les spécialistes des facteurs humains ou de l'ergonomie. La collaboration humain-robot. Là, on parle d'intégration humain-système. Là aussi, c'est important de savoir, en fait, quelles sont les fonctions qui vont être reprises, en fait, par les systèmes et quelles sont les fonctions qu'on va laisser à l'humain. Là aussi, il y a plein de situations où on voit que l'humain est encore quand même meilleur que les systèmes en termes de raisonnement. Par contre, il faut voir, en fait, comment les deux peuvent collaborer. Alors, quand on parle de tout ça, on parle, en fait, d'utilisabilité. C'est de la facilité à apprendre les outils. On parle d'acceptabilité. C'est comment est-ce qu'on a éventuellement intégré les utilisateurs finaux à la conception. Quand on les intègre à la conception, à l'évaluation, il n'y a pas de raison par la suite qu'ils rejettent les systèmes, hein. Ils ont quand même co-conçu en fait les systèmes. Je parlais de conscience des situations, je parlais des biais en fait de l'automatisation ou de l'automation, de l'interaction, les systèmes aussi qui sont adaptatifs. Il faut voir jusqu'à quand ils peuvent être adaptatifs, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez en fait des interfaces de Microsoft, hein, où les menus s'adaptaient en fait à la fréquence d'usage des options. Une possibilité qui a été complètement abandonnée parce qu'on s'est rendu compte en fait que l'utilisateur, non seulement il apprend dans quel menu sont les options, mais il apprend aussi la position, presque, c'est une espèce de geste, d'apprentissage de geste moteur. Donc quand un système s'organise, hein, c'était pour faciliter en fait l'accès aux options, ben, on se rend compte que les apprentissages sont contrés. Donc c'est des choix de conception qui étaient peut-être intéressants du point de vue théorique, mais qui se sont avérés en fait négatifs pour l'utilisateur. Donc il y a tout un ensemble d'éléments, et nous ce qu'on fait, c'est finalement analyser l'usage ou les comportements utilisateurs, les situations d'usage et les besoins d'usage, dans des situations où on va être force d'innovation, de proposition, mais avec des méthodes aussi d'évaluation. Donc je pense que on est, enfin pour les universitaires, en tout cas ceux qui suivent un peu ce qui se passe à l'université, l'ergonomie est considérée comme une discipline rare, parce qu'on est peu d'enseignants-chercheurs en ergonomie, en tout cas en France. Et on peut vous dire que la communauté des ergonomes est relativement restreinte, mais efficace. Dans tous les grands groupes français, PSA, Renault, Airbus, Aérospatial, RATP, SNCF, il y a des bataillons d'ergonomes. Ce qui est un peu dommage, c'est que ces compétences-là, on ne les retrouve pas davantage en fait, dans les TPE et les PME. Donc c'est un appel en fait à collaboration. Christian, merci. Alors j'aurais... Merci. Je voudrais rebondir, si tu l'acceptes, là, sur deux choses. Un, sur l'acceptabilité. Et là, il s'avère qu'aujourd'hui, il faut impérativement que l'utilisateur soit mis dans la chaîne du process là, ouais, pour décider de la partie conception, donc très en amont. Tu évoquais les grands groupes, là, et c'est bien de le faire, mais aujourd'hui, on voit bien que même la sensibilisation dans les TPE, PME n'est pas faite. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation pour qu'on puisse démocratiser cette ergonomie, puisqu'on voit bien qu'en quelque part, et si les grands groupes ils sont conscients, c'est quelque part, il y a un gain de productivité. C'est surtout ça. Je crois que quelque part, on doit gagner en productivité, et il faut impérativement qu'au niveau de nos entreprises, on puisse accéder à ce process
et à cette ergonomie qui facilite la relation homme-machine. À Merci, Christian. À propos d'ergonomie, moi je me suis toujours demandé Oui. pourquoi les écrans d'ordinateur sont en format paysage. Alors en format paysage, donc horizontal, on peut imaginer c'est pour les tableaux Excel, notamment financiers, bancaires et tout. Mais pour le chercheur historique que je suis, comme j'ai des dizaines de milliers de pages à lire, Ouais. des pages A4 en photographie, elles sont verticales. Et donc il faut un écran vertical. Alors, évidemment, il faut le basculer, mais on ne peut pas, par exemple, avoir un ordinateur en horizontal qui commande un second écran en vertical parce que la programmation de l'affichage, on ne peut pas la distinguer. Ouais. Et les concepteurs d'ordinateurs, depuis des dizaines d'années, n'ont toujours pas réalisé qu'une feuille A4 elle est en portrait. Et ils nous font des ordinateurs en format paysage. Voilà. C'est nous, on appelle ça le problème de compatibilité avec la tâche. Ouais, voilà. C'est pourtant pas compliqué. Voilà. Merci. On aura de toute façon un temps d'échange après, hein, donc gardez vos questions et pour qu'on puisse y répondre. Voilà, merci. Christian, je te laisse reprendre place. Voilà, on va faire un essai là, donc Anne doit être en ligne avec nous. Anne ?